Le génie du christianisme avec Éric Picard, tous les vendredis à 15 heures et le dimanche à 22h30. Tout de suite le grand témoin, Louis Dauphren. Le programme national de recherche SPIN, qui vise à garantir une économie numérique durable et frugale, a officiellement été lancé hier à Grenoble dans le laboratoire SpinTech. Alors c'est assez technique, on ne va pas en parler, c'est la spintronique qui concerne le stockage magnétique de l'information. Mais enfin, ça a des enjeux écologiques énormes. Le programme est piloté par le commissariat à l'énergie atomique et puis aussi par le CNRS. Il s'inscrit dans le plan de relance France Relance 2030, doté de 38 millions d'euros sur 8 ans. Il doit servir à financer la recherche la plus fondamentale, donc en spintronique. Parallèlement à l'idée de rendre cette économie numérique durable, se pose la question d'en reprendre le contrôle. Donc c'est un autre volet, comme si elle nous avait échappé. Ici, c'est plus notre relation au numérique qui est posée et dont nous allons parler. Une question à laquelle le pape François est très sensible. Il s'est exprimé à plusieurs reprises sur le sujet. Il plaide pour l'exercice du sens critique. Alors en voici une traduction avec un manifeste qui va bientôt sortir. Ça sera le 21 février. Ça s'appelle le manifeste OFF, reprendre le contrôle sur la technologie numérique. Et donc celui qui est à l'œuvre, à la manœuvre de ce manifeste, c'est Diego Hidalgo, que je reçois ce matin, qui est multi-entrepreneur, qui vit en Espagne ou au Maroc. Je n'ai pas très bien compris, mais il va nous le dire. Il est conseiller à l'ambassade de l'Ordre de Malte près du Maroc et spécialiste de relations entre l'humain et la technologie. Bonjour Diego Hidalgo. Bonjour Louis Dauphren. Alors c'est vrai qu'on ne parle pas tellement de l'intérêt du pape pour la technologie numérique. Et pourtant, il parle de plus en plus de ces sujets parce que je pense qu'il est tout à fait conscient de l'impact très fort que cette technologie qui nous entoure, qui nous accompagne de façon de plus en plus constante, a sur nos existences, sur notre conscience, sur notre liberté. Et je pense que, en tout cas, je me réjouis énormément personnellement qu'il en parle autant. Et en effet, c'était l'objet presque unique de son message du 1er janvier, de la journée mondiale de la paix. Donc j'étais très heureux qu'il couvre ce sujet à cette occasion et dans bien d'autres cas. Que dit-il ? Alors déjà, je pense qu'il fait un constat qui est très proche de celui que je ferais personnellement, qui est un constat justement d'une certaine perte de contrôle ou d'un risque de perte de contrôle qui est en train de se produire vis-à-vis d'une technologie qui est de plus en plus autonome, qu'on comprend, même que ses propres créateurs souvent comprennent de moins en moins à mesure qu'on la développe, et qui a un impact très important dans nos vies. Alors je ne sais pas si on peut en gros caractériser cet impact, mais quand on regarde, même si on commence à parler de plus en plus de certains de ces sujets, je pense qu'il faut encore qu'on prenne davantage conscience de certains de ces risques et de ces méfaits déjà observables du fait du caractère de plus en plus invasif de cette technologie numérique. Alors, il y a un volet dont on parle quand même de plus en plus, qui est celui de la santé mentale, du sentiment de satisfaction vis-à-vis de nos vies, qui affecte particulièrement les jeunes. Et on n'est pas en train de parler d'un petit phénomène, parce que vraiment depuis en fait une douzaine d'années, ça fait 10-12 ans, on est capable de dater ça et de documenter ça de mieux en mieux. Il y a une véritable épidémie, ce qu'on peut caractériser vraiment d'épidémie, de problèmes de santé mentale, presque dans tous les pays où il y a des études, également de solitude, si je peux vous donner quelques exemples. Aux États-Unis, par exemple, entre 2010 et 2021, on est passé de 10% à 23% des filles qui ont des symptômes dépressifs. Donc, on n'est pas en train de parler d'une petite augmentation. Mais à cause de quoi ? Du téléphone ? Alors, le lien, alors bien sûr, il faut être rigoureux et il peut y avoir tout un tas de facteurs. Il n'y a pas que la technologie qui a changé pendant cette période. Il y a eu une crise importante en 2008 qui a eu de profonds impacts sociaux et qui peut avoir des implications psychologiques. Il y a eu le Covid, bien sûr, les confinements, etc. Néanmoins, il y a également des études de plus en plus précises qui permettent d'établir un lien non seulement de corrélation, mais également de causalité entre le développement du smartphone, qui a quand même été qui a marqué cette dernière décennie, et ces problèmes de santé mentale et cette épidémie de solitude. Je peux vous citer une étude qui m'a semblé très intéressante, qui a été publiée en mai dernier par un centre américain qui s'appelle Sapien Labs, qui a corrélé cette santé mentale chez les jeunes adultes de 18 à 24 ans avec l'âge auquel ils avaient reçu leur premier smartphone. C'est une étude très bien faite sur 27 000 personnes, donc quand même un échantillon assez
important et où le lien était absolument fulgurant entre justement donc cet âge auquel on a reçu le premier smartphone et ensuite tout un tas de symptômes de dépression, d'intention de suicide. Donc si vous voulez, par exemple, les personnes qui avaient reçu leur smartphone à l'âge de 6 ans avaient un score de 5,8 sur 10 quant à l'intention ou avoir eu des intentions suicidaires. À 18 ans, on tombait à 3,7 sur 10, ce qui est déjà aussi considérable. Et si vous voulez, la ligne était à peu près constante. C'est-à-dire si on l'avait reçu à 13 ans, on avait un score d'environ 4,5, donc vraiment entre les deux. Et cette étude était très bien faite. Parmi d'autres, elle met en relation donc ces deux facteurs, disons, l'utilisation intensive du smartphone. Je rappelle quand même qu'en France, on parle de 4h30 par jour dans la population en général. Et également cette épidémie, je disais, de solitude, qui est un des facteurs qui est quand même sous-jacent à ce mal-être croissant. Maintenant, on ne voit pas, Diego Hidalgo, comment on pourrait sortir de ça, dans la mesure où toute l'économie s'organise maintenant autour du numérique. Alors, je pense que justement, vous parlez du manifeste off pour reprendre le contrôle sur le numérique. Il y a tout un tas de choses qu'on ne doit pas forcément assumer, qu'on ne doit pas prendre pour des faits inévitables. Et je pense que c'est justement un impératif de reprendre le contrôle, de ne pas avoir peur à mettre en place des barrières. Là, ce que je vous ai décrit, c'est une partie du problème, seulement ce problème de santé mentale. J'espère qu'on aura le temps de revenir sur d'autres aspects, parce ce qu'on essaye d'apporter, c'est justement une vision plus systématique de ces symptômes de perte de contrôle qui sont déjà très visibles actuellement. Mais je pense que, par exemple, dans ce cadre-là, on est vraiment face à une urgence sanitaire, et sauf si on veut bien sacrifier une génération. Et quand je dis une génération, je pense que parfois on se focalise sur les jeunes, alors que c'est un problème qui en fait affecte Toutes les générations. toutes les générations, tout à fait. Même si je dois dire que ces méfaits sont quand même particulièrement dramatiques chez les jeunes. Donc je pense que on l'a vu avec le Covid, mais là c'est pas un cas justement exceptionnel et une parenthèse, c'est un problème qui, je pense, hélas, a vocation à être très durable si on ne s'y attaque pas. Et donc il faut avoir le courage intellectuel, social, politique, justement de les affronter et de prendre des mesures à la hauteur des enjeux. Alors je sais que ça peut paraître... Donc des mesures coercitives ou limitatives. Oui, alors coercitive, je ne sais Bah, pas, mine mais de en tout rien, cas... il va falloir poser des limites, Tout à fait. apparemment. Non, tout à fait. Ce que je veux dire, c'est que si on reconnaît la hauteur des enjeux, je pense qu'on va devoir en effet changer notre répertoire d'action. Personnellement, je vous l'avoue, j'ai changé d'avis moi-même sur ces questions. Quand j'entendais, par exemple, il y a environ 3 ans, que la Chine, et je vous avoue que le Parti communiste chinois n'est pas forcément mon modèle de prédilection de gouvernance technologique, mais quand on entendait il y a 3 ans que la Chine limitait par exemple à 3 heures par semaine le temps de jeux vidéo acceptable pour les mineurs et qu'elle le bloquait au-delà. Quand on entendait que la Chine, il y a 1 an et demi environ, bridait TikTok en faisant en sorte que les mineurs ne puissent pas y accéder plus de 40 minutes par jour et que le type de contenu qui soit montré soit essentiellement des contenus éducatifs et pas abétissants, disons. Eh bien, au départ, ce type de mesure me choquait un peu parce que je me disais que ça relevait de la sphère privée, ça relevait des parents, ce n'était pas des décisions dans lesquelles l'État avait interféré. Et je dois dire que sans du tout, je le précise bien, valider ce modèle chinois en général, je pense qu'en fait, on est face déjà à un échec structurel de la sphère privée pour lutter contre certains méfaits. Je pense qu'il y a des exemples, que ce soit la consommation de stupéfiants, ou autres, où justement il y a des interdictions qui existent déjà. Donc ça dépasse, on considère que c'est suffisamment grave pour que ce soit juste quelque chose qui relève de la sphère privée. Et je pense que les parents sont souvent impuissants, ça crée énormément de tensions. Impuissants dans les familles. ou ne voient pas. Impuissants, ne voient pas, vous avez Ou raison. ça les arrange. Parce que souvent, alors ça peut les arranger, je pense que, vous savez, mon livre s'appelle Anesthésier, et je pense que quand on a de jeunes enfants comme moi, on peut parfois être tenté d'anesthésier ses enfants, et que celui qui n'a jamais eu cette tentation jette la première pierre, et voilà. Mais néanmoins, je pense que face à ces problèmes qu'on a extrêmement de mal à réguler de façon privée, l'intervention des autorités est nécessaire. Je vais vous citer
une étude qui m'a semblé très intéressante, que j'ai découvert il y a quelques jours, qui était publiée par l'Université de Chicago au mois de novembre, qui, je pense, nous donne aussi une perspective intéressante sur ce problème. Si on parle spécifiquement des réseaux sociaux, cette étude disait dans un premier temps, combien faudrait-il qu'on vous paie pour que vous abandonniez les réseaux sociaux? Et dans le cas de TikTok, par exemple, les adolescents voulaient payer 59 $ par mois pour accepter d'enlever TikTok de leur smartphone et de ne plus l'utiliser. C'était 47%, par exemple, 47 pardon, dollars pour Instagram. Et en revanche, si la question était reformulée, on disait combien seriez-vous prêt à payer ou combien faudrait-il vous payer pour que tout le monde désinstalle TikTok, que TikTok n'existe plus. Et à ce moment-là, les personnes, les adolescents en l'occurrence, étaient prêts à payer 28 $ de leur poche chaque mois pour que TikTok ne soit plus présent dans nos vies. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'un côté, c'est cette pression sociale qui fait en sorte que les personnes soient exactement cette peur à rater quelque chose, on dit FOMO en anglais, qui est un moteur très puissant qui exploite ces plateformes pour maintenir les adolescents, mais le reste de la population également. Il suffit d'aller dans le métro ou dans des espaces publics pour voir que tout le monde est en train de scroller, comme on dit. Et sous contrôle. Et sous contrôle. Mais ce que je voulais dire ici, c'est qu'aussi, il y a peut-être une demande latente aussi de la part des propres adolescents. Je pense que c'est un des enseignements de cette étude et d'autres. Donc souvent, c'est cette pression sociale. Et s'il y avait des régulations beaucoup plus strictes, que ce n'était pas une question ouverte tout le temps et qu'on savait que cette tentation était là, les choses seraient sans doute plus faciles. Mais bon, là, en tout cas, on a parlé de la santé mentale qui est un aspect clé quand même. Qui est un aspect tout à fait clé. Qui est un aspect tout à fait clé parce que l'IA, en fait, si on regarde concrètement la façon dont elle est utilisée, moi, je ne suis pas un ennemi de l'IA. Je conçois tout à fait que l'IA ait des applications tout à fait positives pour notre société. Néanmoins, une des applications les plus répandues de l'IA aujourd'hui, c'est quoi? C'est cette capacité de plus en plus sophistiquée qui fait usage en plus des neurosciences pour opérer sur nous et sur notre inconscient, pour nous montrer un contenu après un autre, de telle manière qu'il soit de plus en plus difficile pour nous d'arrêter justement de regarder des contenus les uns à la suite des autres. Ça, c'est, je pense, peut-être l'utilisation, parmi toutes les utilisations nombreuses du IA, la plus utilisée aujourd'hui. Diego Hidalgo, le manifeste OFF sera lancé le 21 février en Espagne. Reprendre le contrôle sur la technologie numérique. Vous préconisez la protection des neurodroits. Oui, Qu'est-ce alors que ça les veut dire? neurodroits, c'est une expression relativement récente et il fait référence à la chose suivante. Bon, vous savez que les progrès dans les neurosciences ont été fulgurants dans les dernières années surtout. Et avec eux, on va pouvoir de plus en plus développer des interfaces, disons, de plus en plus sophistiquées qui peuvent être invasives ou non invasives. C'est-à-dire ça peut être des diadèmes, vous savez, qui permettent de capter l'activité cérébrale, mais ça pourrait être également des implants qui vont pouvoir en gros décoder de façon de plus en plus claire ce qui se passe dans notre cerveau. Donc vous savez qu'aujourd'hui déjà, avec des diadèmes, on peut par exemple demander à quelqu'un qu'il pense à quelque chose et on est capable de projeter sur un écran une image assez proche de ce que cette personne a dans la tête. Donc d'un autre côté, non seulement ça va dans ce sens-là, c'est-à-dire extraire ce qu'il y a dans notre cerveau, en gros, mais également ça peut aller dans l'autre sens, c'est-à-dire ça peut être induire des sentiments chez quelqu'un. Ça peut être des sentiments de ce qu'on veut, de peur, de surprise, de tout un tas d'émotions chez l'humain. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une des dernières barrières qui protège notamment notre intimité la plus en principe, on aurait pensé inviolable, ces barrières tombent. C'est la fin de l'intimité. Voilà. Et alors ça, c'est pas juste des expériences de laboratoire. Si c'était dans un laboratoire, je pense que ce serait tout à fait acceptable. Si ça se limitait à des applications, notamment médicales, en neurologie, etc., je pense qu'on pourrait y voir surtout des vertus. Mais il y a tout un tas d'applications ludico-récréatives, économiques, commerciales, militaires, qu'on nous promet, qui parfois, a priori, peuvent être tout à fait attirantes, si vous voulez, pour un certain nombre de publics. On vous vend, par exemple, que vous allez pouvoir jouer à un jeu vidéo et qu'au lieu d'avoir un joystick dans votre main ou une manette, vous allez pouvoir, juste avec votre pensée, tourner à droite ou tourner à gauche et vous déplacer.
Donc tout ça, c'est très rigolo, si vous voulez. Et puis parfois, c'est surtout très utile aux entreprises qui opéraient sur ce genre de système. Mais c'est extrêmement préoccupant d'un point de vue éthique. D'un côté, au niveau de la protection de la vie privée, mais ça peut également avoir des conséquences de tout type. Et c'est quand même le symptôme d'un contrôle potentiel de plus en plus intense de tout simplement de notre conscience, de nos choix. Et ça pose un problème extrêmement important pour l'intégrité et la dignité humaine. Diego Hidalgo, le manifeste off, là c'est l'un des éléments, hein, je vais les énoncer les autres, hein. L'interdiction des armes létales autonomes, Alors les armes létales autonomes, qu'est-ce que c'est? Alors, les armes létales autonomes, ce sont en gros les armes qui, propulsées par l'intelligence artificielle, seraient capables de tuer, enfin sont capables de tuer sans une décision humaine derrière. Donc c'est quelque chose, encore une fois, très attractif pour une armée qui, si on déploie ce Mhm. genre d'armes, ça permettrait d'avoir des pertes humaines bien moins importantes. Mais c'est un symptôme également d'une perte de contrôle. Et si vous voulez, c'est quand même si l'humain perd cette faculté, ce monopole sur la décision d'ôter la vie, je pense que ça pose des questions de façon inévitable, très graves. La désescalade technologique dans certains domaines comme l'éducation, l'interdiction des smartphones et des réseaux sociaux aux mineurs, un droit strict à la déconnexion, à l'accès hors numérique aux services publics, parce que ça aussi c'est la suppression du guichet de la présence humaine avec l'émergence du numérique, on s'est aperçu de l'éloignement en fait que la relation subissait, l'interdiction du marché des futurs comportementaux sur lesquels repose une grande partie de l'industrie numérique, l'encadrement de la mise sur le marché de certaines technologies sur le même modèle que l'industrie pharmaceutique ou alimentaire, donc avec une autorisation préalable, Tout à fait. et puis la prohibition de la reconnaissance faciale dans l'espace public. Ça, c'est juste fait... un échantillon Voilà, de mesures. ça fait en fait un... Donc, qu'est-ce que vous allez faire de ça une fois que ce manifeste sera rendu public le 21 février? Qu'est-ce que vous allez en faire? Alors, si vous voulez, ce qui est important de ce manifeste, enfin, en tout cas l'intention, c'est même si c'est la force de proposition avec des éléments parmi lesquels ceux que vous venez de citer, qui est important. Ce manifeste, il se divise en trois parties. Il y a une partie qui est ce que nous constatons, ensuite une partie plus sur les risques et ce que nous voulons éviter, et ensuite cet ensemble de propositions qui font système. Mais le premier point, c'est celui sur lequel d'ailleurs on s'est un peu attardé au début Le de cette diagnostic. interview, c'est ce diagnostic, parce qu'en fait, on voit tout un tas de problèmes qui sont cruciaux pour l'humanité. On pourrait prendre aussi comme exemple la crise environnementale. Si ça commence pas, si vous voulez, par un diagnostic partagé de façon très large par la population, par les citoyens, il n'y aura jamais l'adhésion, il n'y aura jamais non plus la demande politique pour un changement à une autre échelle. C'est-à-dire, si on file un peu cette comparaison avec la crise environnementale, il y a une vingtaine d'années, quand on n'avait pas encore pris conscience de l'ampleur du problème, il n'y avait pas une réelle demande partagée par l'ensemble de la population pour des changements radicaux. Si on lançait des appels à un changement radical, souvent on aurait dit, enfin la plupart des personnes auraient dit, bah, écoute, c'est gentil, mais c'est un peu radical, il faut peut-être pas non plus exagérer, il faut être réaliste. Et en fait, le but de ce manifeste, c'est notamment de déplacer ce qui est considéré comme raisonnable, réaliste, vers un type d'action beaucoup plus systématique, beaucoup plus fort, de faire prendre conscience à la population de la hauteur des enjeux pour le futur de notre espèce, en tout cas en tant qu'espèce libre, ou le futur de notre espèce tout court, parce qu'il y a tout un tas de risques qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, qui sont vraiment des risques existentiels. Si ces technologies de plus en plus puissantes, de plus en plus potentiellement autonomes, ne sont pas bridées. Alors vous me demandiez quel est le but, si je comprends bien, de ce manifeste. Donc d'abord, c'est de provoquer ce réveil profond et intense dans la société. Ce manifeste Donc pas uniquement en Espagne. Non, pas uniquement en Espagne. Donc, si vous voulez, moi, vous me demandiez, je suis notamment, enfin, j'habite au Maroc, mais mon travail se déroule dans toute l'Europe, mais en particulier en Espagne. Et c'est là-bas qu'on a commencé, mais il commence à y avoir des signataires. On a à peu près une centaine de signataires déjà, dont la liste sera révélée le 21 février, comme vous disiez. Mais c'est des personnes, si vous voulez, qui ont vraiment répondu à l'appel de ce manifeste, qui viennent de mondes très différents, de l'éducation, de la psychologie, du droit, de Des l'entreprise. personnes ou des entreprises? Non, ce sont que des adhésions pour le moment individuelles, mais on a beaucoup de hauts responsables dans tous ces secteurs-là, de très hauts responsables.
Et il commence à y avoir des signataires également en France, aux États-Unis, en Belgique, au Danemark. Et qui vont s'engager à quoi alors? Alors déjà, à faire vivre cet appel et à provoquer avec leurs moyens divers, individuellement et collectivement, ce réveil. Alors si vous voulez, on ne dit pas qu'on va changer le monde, on n'est pas au pouvoir et on n'est pas un gouvernement mondial qui va pouvoir du jour au lendemain implémenter toutes ces recommandations. Mais elle s'engage à participer à ce réveil et à faire pression, à communiquer, à faire pression également sur les autorités et à créer un mouvement issu de la société civile qui participera de cet effort et qui nous semble absolument fondamental. L'Union européenne paraît plus propice que d'autres régions du monde parce que Thierry Breton, par exemple, veut s'affirmer aussi sur ce terrain du numérique, hein, et puis de la régulation, en tout cas, du numérique. Donc là, j'imagine que vous avez peut-être une porte d'entrée. Oui, alors bon, déjà, l'échelon auquel on peut répondre à ce genre d'enjeu, en fait, il va depuis le local. J'étais l'autre jour avec un maire d'une petite ville qui a pris tout un tas de mesures, justement, très fermes dans tout et très intéressantes dans ce domaine. On peut penser également à la mairie de San Francisco, qui a été paradoxalement, pourrait-on penser, vu que c'est le siège d'un certain nombre de GAFAM, mais qui a été assez pionnière pour, par exemple, interdire la reconnaissance faciale dans l'espace public, etc. Idéalement, néanmoins, on est conscient que ces problèmes globaux, l'échelon pour les résoudre, ce serait l'ONU, ce serait, si vous voulez, des solutions transnationales, globales. Mais on sait à quel point c'est difficile de mettre en place des solutions à ce niveau-là, même si j'espère bien que ça va avancer également. Et si vous voulez, l'Union européenne, c'est en effet qui a quand même été... qui défend ce modèle, qui n'est ni le modèle chinois, ni le modèle américain, qui a une voix importante sur ces sujets, qui a été capable d'exporter ses normes avec le GDPR et d'autres textes qui ont dépassé ses propres frontières. Je pense que c'est un échelon très intéressant. Néanmoins, je dois dire que les pas marqués par l'Union européenne sont très intéressants. Le DMA, le DSA, des textes qui promettent d'avoir un impact important, mais qui sont encore trop timides, à mon sens, même si ça va dans la bonne direction, pour répondre à la hauteur des enjeux. Off, O2F, hein, off, ça veut dire on décroche en fait. Alors, c'est ça que ça veut dire, Diego Hidalgo? ça naît initialement, si vous voulez, quand on cherchait un titre, ça naît d'un concept que je développe dans mon livre Anesthésié, où je montre à quel point et dans quelle mesure le bouton off, ce petit bouton qui me paraissait trivial, mais qui caractérisait, qui était présent sur tous nos dispositifs, a disparu. On pourrait dire peut-être a été exterminé de façon volontaire de ces dispositifs, ou est tombé au moins en désuétude. Je ne sais pas quelle est la dernière fois que vous avez consciemment éteint votre smartphone, mais en général, c'est quelque chose qu'on fait de moins en moins. Moi, je ne suis pas un ennemi du bouton on, si vous voulez. Je défends ce bouton off. Bien sûr, c'est une métaphore qui marque un peu tout notre rapport à la technologie numérique. Et pourquoi? Pour regagner un usage plus conscient, plus proactif de notre technologie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser la technologie numérique, mais je pense que si on était face à une technologie qu'on avait la capacité d'utiliser de façon consciente, proactive pour répondre à nos vrais problèmes, on ne serait pas en train de parler des problèmes qu'on évoque aujourd'hui. Il y a donc une urgence numérique, hein, comme il y a une urgence écologique, hein, si on vous écoute, Diego Hidalgo. Tout à fait. Et donc ce manifeste off sera rendu public le 21 février. Merci de nous en avoir donné un avant-goût autour en particulier du diagnostic de la santé mentale et puis des quelques préconisations que vous avez formulées. On retrouvera donc les signataires au moment de cette date du 21 février. Merci Diego beaucoup. Hidalgo. Merci à vous. Et à bientôt.